Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à toutes. On va attendre un petit moment, hein, histoire que tout le monde se connecte. Je suis en train d'accepter au fur et à mesure les participants. Bonjour Pierre, bonjour Magali, ça va? Bonjour, ça va, merci. Bonjour Pierre. Bonjour à tous. On va attendre aussi mon collègue Pierre Padrine avant de commencer, qui devrait pas tarder logiquement. Alors, il y a certaines personnes qui ont leur micro ouvert. Est-ce que... Désactiver le micro. C'est bon, je vais le faire de mon côté. C'était simplement pour dire bonjour Pierre. Bonjour Jean-François. Et je coupe. Ça marche. On va encore attendre quelques petites minutes. On a 27 participants, à peu près à la moitié des inscrits. Merci. Fais attention, hein. Pierre, moi j'ai une livraison qui doit arriver vers 10h40, c'était pas Ok, programmé. Donc je sais pas où on en sera de la présentation, mais je risque d'être obligé de vous abandonner vers 10h40. pas de souci, c'est pas grave. De toute façon, j'enregistre ce Merde, webinaire et tu puis au m'entends ou besoin, je pas? pourrai le diffuser. Oui, oui, je t'entends, Jean-François. D'accord, Je disais que je vais enregistrer le webinaire et que de toute façon, je pourrai le diffuser aux personnes qui ont besoin de partir ou qui ont besoin d'accord. de Merci à toi. revisionner. Pas de souci, avec plaisir. Encore 2 petites minutes pour accepter les derniers participants, puis on va pouvoir commencer. Bonjour Pierre, j'ai vu que tu t'étais connecté, donc je te laisserai la main quand tu veux. On va encore attendre 2 petites minutes, je pense. Bonjour à toutes et tous. J'ai annulé le haut-parleur. C'est celui-là, là, l'augmentation. Hop, je vais peut-être prendre la main rapidement pour introduire un peu la rencontre. Du coup, comme Ouais, on a déjà le gros je pense qu'on peut commencer. des personnes qui sont arrivées, donc super. Donc Pierre, merci de me laisser la main à la présentation de ce webinaire-là qui présentera la création d'une activité e-sport au sein de vos clubs. Donc là, au-delà de la création de l'activité e-sport, c'est surtout de la façon dont on vous sensibilisera au e-sport et à ces thématiques, montrer de quelle façon ça peut être des sujets qui pourraient intervenir prochainement dans les activités que vous montez au sein des clubs. Là, on va voir de quelle façon, à travers différents temps, présentés ce matin. Donc Pierre commencera la rencontre et débutera celle-ci au travers d'un petit guide de présentation sur lequel il a pu travailler, qui est un peu l'héritage de tout le savoir-faire fédéral et de ce que les clubs font depuis quelques temps en matière de e-sport, pour vous permettre d'avoir vraiment un outil clé en main sur les différentes possibilités en matière de e-sport. Et on poursuivra donc avec des témoignages de clubs. On a 2 clubs adhérents qui seront présents, donc Courbevoie eSport by Pandore et la SBTP de Nice, qui auront des exemples vraiment terrain pour vous montrer quelles sont les perspectives et possibilités en matière de e-sport. Donc voilà pour ce court live de présentation. Je laisse Pierre prendre le relais et entamer directement la rencontre. Merci à tous et toutes et encore bonne année, pleine de réussite sportive. Merci Pierre.
Alors, bienvenue à tous pour ce webinaire. Comme vous pouvez le voir, on a fait un rapide sommaire de ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Pour le coup, je vais essayer d'être assez succinct de mon côté parce que je voudrais quand même laisser la place à Magali Dorado de la SPTB Nice et à Pierre Meunier de Courbevoie Sport pour qu'ils vous partagent leur témoignage qui est vraiment dans le concret. Ce que je vais essayer de faire moi en amont, ce sera vous présenter un peu le marché aujourd'hui du e-sport, un peu le secteur et son évolution ces dernières années. Et puis ensuite, vraiment rentrer dans l'omnisport avec quelles sont ses opportunités pour les clubs omnisport, comment est-ce qu'on peut développer l'e-sport au sein des clubs. Et ensuite, on parlera du lancement du guide e-sport de la FFCO. Et je ne vous en dis pas plus, mais ce sera en fin de présentation. Commençons tout de suite. Et juste pour les questions, je vous propose qu'on les prenne à la fin. Ce sera peut-être plus simple et que je puisse défiler la présentation. Voilà. Présentons un petit peu l'e-sport. Donc déjà, je voulais vous donner une petite définition parce que c'est pas toujours simple d'avoir un peu les contours de ce qu'est l'e-sport. On a pris cette définition de France e-sport, qui est une association loi 1901, qui essaye de rassembler un peu tous les acteurs du secteur aujourd'hui, que ce soit les créateurs de jeux, les clubs, les joueurs. Ils font beaucoup d'études et donc ils ont essayé de définir ce qu'était le e-sport pour le public français. Ils ont travaillé autour de corpus de 37 définitions, que ce soit issues de travaux français ou anglais ou autres. Et du coup, on a cette définition qui aujourd'hui, l'e-sport désigne l'ensemble des pratiques permettant à des joueurs de confronter leur niveau à travers un support électronique, principalement le jeu vidéo, sur diverses plateformes, que ce soit des ordinateurs, des consoles, des tablettes. On peut rajouter aussi, nous, les téléphones portables. Ces confrontations peuvent se dérouler en ligne, online ou en présentiel, offline, prenant la forme de compétition locale, nationale ou internationale. Voilà pour le grosso modo de la définition. Ce qu'il faut retenir, du coup, c'est que c'est pas seulement une activité de loisir, mais bien une discipline à part entière. C'est une discipline en plus qui a été reconnue par le ministère des Sports depuis 2016 et intégrée dans une stratégie nationale qu'ils ont appelée e-sport 2020-2025. Donc c'est vraiment été pris au sérieux par le gouvernement. Et il ne faut pas confondre le e-sport avec le gaming. Donc le e-sport, on est bien sur la présence d'une confrontation entre les joueurs, alors que le gaming, il n'y a pas forcément de confrontation. Voilà pour la définition. Je voulais faire un petit point aussi sur les statistiques aujourd'hui Alors, par contre, j'entends un micro. Excusez-moi, je vais essayer de voir où est-ce qu'il est parce qu'il y a un bruit de fond. C'est pas agréable, ni pour moi ni pour vous, je pense. Il a disparu, tant mieux. Pour les statistiques, on a aujourd'hui un peu plus de 38 millions de joueurs de jeux vidéo en France, donc qui sont répartis entre le e-sport et le gaming. Ça, c'est une statistique du syndicat des éditeurs de logiciels de jeux vidéo en France. Et par rapport au e-sport, et là, on va reparler de France e-sport qui a fait beaucoup d'études ces dernières années, et leur dernière étude montre qu'il y a déjà 3 grandes catégories de joueurs de e-sport. Il y a les joueurs grand public, qui vont être en gros les joueurs qui déclarent jouer à des jeux vidéo, mais qui vont pas forcément s'inscrire à des compétitions et pas forcément aller sur des jeux à classement. Donc on va vraiment être sur du grand public, un peu loisir quotidien. Et là, ça représente 7,8 millions de joueurs selon l'étude de Francis Sport, avec vous pouvez le voir, une bonne parité. 49% d'hommes, 51% de femmes, ce qui n'est pas négligeable. Donc quand on parle de joueurs grand public, on a vraiment une belle parité sur le e-sport, ce qu'on pourrait ne pas avoir en tête forcément quand on parle des jeux vidéo. Ensuite, on a les e-sportifs loisirs. Alors là, ce sont les internautes qui déclarent jouer à des jeux vidéo permettant d'affronter d'autres joueurs simultanément, qui effectuent là des parties classées, mais par contre toujours sans inscription à des compétitions organisées. Là, la part se réduit forcément un petit peu. On est à 3,7 millions de joueurs en 2024, si je ne dis pas de bêtises, sur cette étude-là. Et on voit que la parité est un peu moins respectée, avec plus d'hommes que de femmes, 64% d'hommes pour 36% de femmes. Sur les âges, on a un peu plus de 15-24 que les restes de d'âge. Ensuite, on a enfin les e-sportifs amateurs, et là on va se rapprocher de la compétition. Ça va être comme pour les e-sportifs loisirs des joueurs qui vont jouer avec des classements,
mais par contre, qui vont aussi s'inscrire au moins à une compétition dans l'année sur les 12 derniers mois. Et donc là, on peut voir que la parité enfin, est loin d'être respectée. On a très très peu de femmes qui s'inscrivent à des compétitions sur l'année d'après l'étude de Francis Sport, avec seulement 7% voilà, du groupe et 93% d'hommes. Voilà pour ces statistiques. Et ce que je voulais vous montrer ensuite par rapport à tout ça, c'est vraiment qu'il y a une belle évolution depuis le début des études de Francis Sport en 2018 sur la dernière étude, donc c'était pas 2024 mais 2023. On a vraiment une augmentation, que ce soit des fans, des consommateurs du e-sport en règle générale. Alors ça, c'est pas forcément des joueurs. Quand on parle des fans, ça peut être aussi des gens qui vont regarder des vidéos sur YouTube de e-sport, etc. Mais on a aussi une belle évolution des consommateurs et des e-sportifs de loisirs et amateurs. Donc ça reste assez constant et ça devrait continuer à évoluer. Il veut bien dire que le marché fonctionne sous une belle dynamique et que du coup, il y a opportunité pour les clubs e-sport. Et donc c'est la suite de cette présentation. Je vais vous parler un peu des différentes opportunités que ce marché peut avoir pour nos clubs. Premièrement, la première opportunité, c'est forcément attirer un nouveau public. Comme on a pu le voir avec les chiffres précédents, il y a une opportunité majeure pour capter le public aussi des jeunes, 15-35 ans, qui est une génération ultra connectée, en quête d'activités innovantes. Et en plus, pour certains profils, les jeux vidéo, ils vont représenter une espèce de porte d'entrée plus naturelle que des disciplines, on va dire, classiques sportives, parce qu'ils se retrouvent pas forcément dans le sport et que le jeu vidéo va être plus naturel pour eux pour aller dans un club. Tout en gardant par contre un peu les valeurs du sport qui va être le partage et l'accessibilité. Une deuxième opportunité, ça va être renforcer la notoriété et l'image innovante du club, ce qui paraît assez logique, mais quand on va s'orienter vers du e-sport, on va forcément montrer qu'on évolue aussi avec son temps, qu'on arrive à répondre aux attentes d'un public un peu plus jeune et connecté, et du coup, ça va rajeunir un petit peu l'image du club. Celui-ci va gagner en visibilité et attirer l'attention sur son territoire, ce qui peut être tout aussi intéressant. La troisième opportunité, c'est la création de liens sociaux et éducatifs, parce que le jeu vidéo peut parfois avoir cette image un peu négative du jeune qui va rester dans sa chambre isolé, alors que c'est pas forcément le cas d'ailleurs, hein. Quand les jeunes sont dans leur chambre et qu'ils jouent à des jeux vidéo, ils peuvent avoir un casque et du coup interagir avec pas mal de monde. Mais quand on va en plus créer des activités au sein des clubs, on va pouvoir créer justement ce cadre collaboratif, inclusif et un peu plus fédérateur autour d'une pratique qui se veut ludique et structurée. Et au-delà de ça, sur le volet éducatif, on va aussi permettre à ces jeunes ou moins jeunes hein, de développer des compétences, que ce soit de la stratégie, de la communication et l'esprit d'équipe, tout en les sensibilisant pardon, à des sujets importants comme la gestion du temps d'écran, la cybersécurité, tout ce qui va tourner autour du numérique, et donc forcément avec les jeux vidéo, ce qu'il y a derrière. Une autre opportunité, c'est aussi l'opportunité économique. Alors ça, on y reviendra par la suite dans cette présentation, mais donc le modèle économique de l'e-sport est adaptable à toutes les tailles de clubs et à tous les budgets. C'est vraiment en fonction de la volonté du club. Et derrière, on peut aussi mobiliser des financements publics via des subventions dédiées, que ce soit l'ANS ou les collectivités. Et donc, de cette activité, on peut aussi générer des ressources complémentaires avec déjà de nouveaux adhérents, mais aussi la création d'événements en lien avec le e-sport qui peut ramener un peu de sous en plus, hein, et des stages et des tournois, etc. Donc, il y a possibilité vraiment à travers cette activité de e-sport, d'avoir des ressources complémentaires au niveau de l'association. Une autre opportunité pour nos clubs omnisports, ça va être la création de passerelles entre activités. Alors ça, c'est un petit peu comme dans tous les omnisports entre les activités sportives, hein. Là, on va, à travers le e-sport, pouvoir permettre des temps sport e-sport, des formules un peu hybrides, avec aussi pour
les adhérents de la section e-sport pouvoir partir de temps en temps sur du sport avec tester les sports des autres activités. Et pareil pour les activités sportives, tester le e-sport. Et puis on aura aussi du matériel qui va pouvoir être utilisé dans les événements des sections sportives. Organiser des tournois de FIFA par exemple pour la section foot, etc. Et enfin, si je dis pas de bêtises, c'est la dernière opportunité, c'est renforcer l'ancrage territorial. Et donc là, en fait, à travers toutes les rencontres qu'on peut faire autour du e-sport, que ce soit des rencontres interclubs, des tournois entre quartiers, des animations e-sport dans les QPV, dans les zones rurales, etc., on va permettre au club de s'ancrer un peu plus sur son territoire, collaborer avec les collectivités pour animer des espaces un peu publics, les médiathèques, les maisons de quartier, etc. Et même organiser des tournois intergénérationnels dans des EHPAD ou autres. Enfin, voilà. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire autour du e-sport, et donc pas seulement au sein du club, mais vraiment sur l'ensemble du territoire. Voilà un petit peu pour les opportunités que peut apporter l'e-sport pour les clubs omnisports. Mais ensuite, comment on fait pour développer le e-sport? Et c'est un peu la grande question de ce webinaire aujourd'hui. Alors, il y a deux principales questions à se poser avant de se lancer. La première, ça va être quel est l'objectif principal de votre activité sportive pour le club? Est-ce qu'on veut plutôt partir sur de la compétition, plutôt sur de la sensibilisation, plutôt sur de l'éducation, ou simplement sur du loisir? Et enfin, la deuxième question, ça va être quel budget est disponible pour mettre en place cette activité. Et donc avec ces deux questions, on va pouvoir un peu raisonner et chercher, bah, alors déjà, trouver quel est le public le plus adapté en fonction des réponses à ces deux questions, quel public on veut cibler, quel type de matériel on veut avoir au sein de nos locaux, quel type d'encadrement aussi on va avoir besoin derrière, et quel budget sera le plus adapté pour tout cela. Alors, au niveau du choix de la pratique, il y a, on va dire, quatre choix. Le premier, ça va être le choix un peu de la pratique compétitive, qui est la pratique, on va dire, la plus avancée, qui va toucher vraiment des profils de joueurs qui ont envie de s'orienter vers des tournois. Et du coup, là, il faudra un coach spécialisé qui va vraiment pouvoir entraîner les joueurs à s'améliorer pour pouvoir être le plus performant possible dans les tournois. En général, on utilise beaucoup les PC sur ce style de pratique qui est le plus adapté avec des jeux qu'on appelle free-to-play, donc gratuits. C'est une pratique qui va être la plus coûteuse. On va y revenir un peu après. Mais oui, en général, on est sur des jeux aussi, comme je vous ai dit, free-to-play. Je ne sais pas si ça va vous parler forcément à tous, mais ça va être du League of Legends, du Fortnite, du Rocket League. Et ça va nécessiter forcément, avec cette pratique compétitive, une très bonne connexion Internet, performante, stable, et aussi un local équipé et donc du coup très sécurisé pour éviter tout risque de vol. Les PC, ça coûte cher, donc on vaut mieux avoir quand même un local sécurisé derrière. La deuxième pratique, c'est la pratique éducative. Et donc là, on va être avec un coach qui sera un peu moins spécialisé, qui va être un peu un éducateur polyvalent. On va toucher un public un peu plus large que sur la compétition, avec des jeunes qui participent pour découvrir de nouveaux jeux vidéo, progresser sur leurs titres un peu favoris. Et tandis que peut-être les personnes un peu plus âgées vont juste s'entraîner, se perfectionner pour voilà, pour être un peu plus performant, mais sans forcément rentrer dans une optique de compétition. Au niveau des jeux, au niveau de l'outil, on va rester souvent sur du PC qui est le plus adapté, mais on peut aussi passer à ce moment-là sur de la console, que ce soit de la PS5 ou de la Xbox. On va avoir des jeux aussi en free-to-play, mais si on passe sur de la console, il y aura aussi certains jeux qui vont être payants à l'unité, et du coup qui va être un peu plus coûteux également, mais j'y reviendrai dans la prochaine slide sur le budget. La troisième pratique, c'est la pratique loisir et découverte. Et là, on va toucher un public vraiment plus jeune, en général moins de 14-12 ans, qui vont vraiment découvrir un peu ce qu'est le e-sport, avec un éducateur vraiment très pédagogue. On va utiliser plutôt la Switch, qui est une console un peu plus orientée pour les enfants,
et on va utiliser des jeux qui vont respecter toutes les restrictions qu'il peut avoir concernant l'âge. Donc là, ça va vraiment être des temps un peu plus ludiques du coup et adaptés aux plus jeunes. Et enfin, la dernière pratique, qui va être la pratique qui va avoir du sens aussi vis-à-vis de l'omnisport, c'est la pratique hybride, qui va lier en gros le jeu vidéo au sport, avec des temps de e-sport et des temps de sport. Donc ça peut être du sport, ça peut être n'importe quel sport, mais ça peut être aussi du multisport. On a pas mal de clubs aujourd'hui qui sont emparés du sujet, et pour le coup, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Il faut forcément du coup avoir un éducateur sportif qui va s'y connaître légèrement en jeux vidéo, mais il ne faut pas forcément qu'il soit un spécialiste, mais qui va pouvoir encadrer les temps sur les consoles et les temps de sport. Ok, ça marche. Voilà pour les différents types de pratiques. C'est On va parler communication maintenant arobase du cco.org. budget, et il y a un micro d'ouvert. Alors, c'est bon. Au niveau du budget alloué pour l'activité e-sportive, alors, tout va dépendre forcément de ce qu'on utilise de l'outil. Si on part sur des PC, donc il faut acheter plusieurs PC forcément pour avoir plusieurs postes pour permettre à plusieurs personnes en même temps de pratiquer. Et les PC, c'est ce qui va coûter le plus cher. On parle environ de 1400 € pour un poste complet. Et donc quand on parle de poste complet, on va prendre tout en compte, hein, le casque, le micro, le tapis, l'ordinateur, l'écran, tout ce que vous avez besoin pour jouer. On va avoir ensuite comme je vous l'ai dit précédemment, des jeux compétitifs qui sont gratuits, des free-to-play. Donc c'est vraiment les postes qui vont coûter le plus cher. Mais ensuite, quand on va avoir ces postes-là, normalement, c'est plutôt sur du moyen terme, long terme. On a ensuite la pratique sportive sur console. Celle-ci va être un peu moins chère. On parle de 1000 € par poste complet. Et donc là, on peut jouer sur la même console et le même écran, on peut jouer à 4, de 1 à 4 joueurs. Par contre, on aura là des jeux qui vont coûter aux environs 70 €. Donc même si on a toujours des jeux free-to-play sur ce genre de console, on a quand même des jeux comme FIFA, par exemple, le jeu de foot, qui, pour renouveler sa licence tous les ans et pour avoir les équipes à jour, il faut racheter le nouveau jeu qui va coûter environ 70 €. Et donc, c'est pas négligeable, il faut l'avoir en tête que si on est sur de la console, il y a certains coûts qui sont, qui sont à avoir en tête tous les ans. Il y aura ensuite la Nintendo Switch qui là est un peu moins chère, en zone de 650 €. Donc c'est la Nintendo Switch, c'est ce qu'on a évoqué plutôt pour la pratique loisir et adaptée aux plus jeunes, loisirs et découvertes. 650 € pour un poste complet, et là on a encore 70 € par jeu à renouveler, mais c'est un peu moins souvent que pour les jeux consoles PS5 et Xbox. Pour un peu synthétiser tout ça, euh, au niveau du financement de l'activité, si on part sur la compétition avec des PC, on tourne sur un budget estimé entre 10 000 et 50 000 € par an, en fonction du nombre de postes, etc., et du nombre d'adhérents. On est sur un public cible de 14-35 ans avec des joueurs un peu plus expérimentés. Et donc là, sur les compétences requises pour le coach, il faudra forcément un coach un peu qui s'y connaît vraiment, avec une capacité de gestion d'équipe, de logistique tournoi. Voilà, c'est quelqu'un qui s'y connaît vraiment dans ce secteur du e-sport. Si on part sur une pratique éducative et qu'on va toucher là plus les 6-18 ans et les scolaires, mais aussi pourquoi pas les un peu plus vieux, hein, on sera sur un budget estimé entre 3 000 et 10 000 € par an, avec pour l'encadrant plutôt des compétences sur de l'animation, de la pédagogie et des partenariats avec les écoles. Sur le loisir et découverte, donc là, ça va être les enfants, mais pourquoi pas aussi adapté aux seniors. Alors, ce que je vous ai pas dit avant, mais ça peut être très bien adapté aux seniors, avec des jeux vraiment très ludiques. On sera sur un coût estimé entre 2 000 et 5 000 € par an. Et sur les compétences, ce sera plutôt des bénévoles. Ce sera plutôt derrière, on recherche un peu cette ambiance conviviale, tout en restant pédagogue, forcément. Et pour la pratique hybride, alors ça c'est tous les âges. Le budget estimé, ce sera entre 5 000 et 15 000 € en fonction des outils, en fonction de l'éducateur sportif. Et donc là, il faut forcément un éducateur sportif qui arrive à avoir ce lien aussi entre la section e-sport et les autres sections du club, qui va créer du multisport ou des activités sportives avec les autres sections du club. Voilà pour le financement de l'activité. Pour la synthèse. Comment est-ce qu'on finance maintenant son activité?
quels sont un peu les différents axes de financement. Il va y avoir forcément déjà les fonds propres du club, donc pour commencer. Et puis, il y aura les revenus générés par l'activité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça va être les abonnements, donc les adhérents, ça va être les tournois organisés, les ventes de goodies, les ateliers, les stages, etc. On aura aussi derrière les subventions et aides publiques. Donc on pense à l'ANS, on pense aux collectivités locales. Et si on peut aussi avoir en tête que si vous lancez une activité e-sport aujourd'hui, l'ANS FFCO fonctionne. Euh, J'en ai parlé avec Pierre récemment. Et donc pour tout lancement d'activité e-sport, même si on n'est pas sur quelque chose forcément de transversal, on peut accompagner au niveau de l'ANS FFCO, ce qui est important à avoir en tête. Il y aura aussi forcément des partenariats privés et mécénat. Donc, il va falloir essayer de un peu de démarcher sur votre territoire et pourquoi pas créer du lien avec déjà des entreprises qui sont en lien avec les jeux vidéo. Il y aura aussi d'autres solutions, on va dire créatives, collaboratives. Il y a, pour pas acheter forcément du matériel, on peut passer par la location, on peut passer par du prêt à travers d'autres entités qui ont déjà ce matériel-là. On peut passer par du crowdfunding, donc essayer de créer des cagnottes en ligne pour pouvoir financer l'activité. Et puis, comme je vous l'ai dit, à mutualiser avec d'autres entités ou pourquoi pas d'autres clubs. On peut mutualiser pas que les outils, d'ailleurs, pas que les postes et pas que les consoles, mais ça peut être aussi un coach, par exemple. Au niveau de l'animateur e-sport, je vous ai fait une rapide note sur comment recruter son animateur e-sport. Alors, il faudra forcément définir ses missions, les compétences un peu nécessaires de votre encadrant en fonction de la pratique que vous souhaitez développer, que ce soit la pratique de compétition, éducative, loisirs et découverte ou hybride. Et donc de ça, forcément, vous aurez une fiche de poste qui sera différente. Et je voulais aussi vous signaler qu'un premier diplôme a été créé en 2023 par la Fédération nationale des CFA SAT et du coup et Francisport. Et du coup, il y a 8 organismes aujourd'hui en France qui sont habilités sur ce diplôme-là. Et donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur vos territoires pour savoir si eux, ils peuvent vous faire parvenir des CV de personnes qui viennent d'avoir leur diplôme ou même vous mettre en lien avec eux pour essayer de savoir s'il n'y a pas une possibilité d'alternance ou de stage au sein même de vos clubs pour lancer l'activité. C'est une solution. Euh, un exemple de fiche de poste en annexe dans notre guide, et c'est du coup ma slide suivante. C'est ce qu'on va lancer début 2026, et donc là, très très prochainement, on a finalisé le guide et on attend juste de savoir un peu au niveau de notre communication comment est-ce qu'on va procéder. Mais on va lancer un guide qui va reprendre un peu tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, là évoqué, avec un sommaire un peu similaire, avec présentation de l'e-sport, les opportunités, comment développer l'e-sport au sein d'un club e-sport avec le choix de la pratique, le budget alloué, les financements et le recrutement d'un animateur. Tout cela sera forcément un peu plus développé au sein du guide. Et puis surtout, ce qu'on voulait vous faire passer comme message, c'est que c'est qu'une version 1. Et du coup, ce guide sera vraiment évolutif. On va essayer de l'affiner et on aura besoin de vous aussi pour le nourrir un petit peu au fur et à mesure avec vos interrogations. Donc, n'hésitez pas à rebondir si vous avez des questions une fois que vous avez lu le guide ou si vous manque des informations, de revenir vers nous pour que nous, on puisse derrière l'améliorer tout simplement et de vous accompagner derrière au mieux. Voilà un petit peu pour cette présentation. Je vais laisser la main. Dernière chose aussi avant, on reste forcément à votre disposition. Et ce sera avec plaisir si vous souhaitez qu'on prenne un temps juste entre le club et nous, qu'on puisse vous accompagner sur des moments un peu plus spécifiques et personnels. N'hésitez pas, on est là pour ça. Et donc vous avez mon mail euh, en fin de présentation, mais aussi vous avez dû recevoir le lien via mon mail. Donc n'hésitez pas à nous contacter ou même vous passer un petit coup de téléphone pour qu'on puisse organiser un temps si vous souhaitez développer l'activité e-sport et si vous avez besoin de conseils, de quoi que ce soit en tout cas, on est là. Voilà, moi j'en ai fini ma présentation. Pierre, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Pierre Padrine? Ou est-ce que on a fait le tour selon toi? Non, non, c'est tout bon. Là, j'allais mettre du coup dans le chat ton mail pour que les clubs puissent prendre des rendez-vous spécifiques avec toi et parler d'activités e-sportives au sens large. Donc là, comme vous l'avez vu, il faut vraiment y aller par étapes, hein. L'idée, c'est de ne pas mettre la charrue avant les bœufs et de constituer ça en bonne intelligence avec le club et de voir surtout ce que vous pouvez mettre en avant et de construire l'offre en fonction déjà de votre réalité propre. Donc là, je laisse la main ensuite, je pense à Magali qui prendra la suite sur l'ASBTP Nice.
et l'activité e-sport au sein du club. Ouais, Magali, la merci, parole est à toi. merci encore Magali de prendre ce petit temps avec nous. Est-ce que tu as ton micro d'ouvert? Je viens de le réouvrir. Est-ce que vous m'entendez Génial, tous? génial. Est-ce que tu as une présentation à partager? Oui, on t'entend très bien. Alors, j'ai pas de présentation à partager, je suis désolée. Non, pas de souci. Je vais juste enlever la Mais mienne, comme ça. oui, ou tu peux la laisser, il y a pas de souci. Ça marche. Merci beaucoup, Pierre et Pierre, du coup, beaucoup de Pierre, pour ce temps de parole qui va me permettre de présenter un peu notre activité et surtout un an et demi, enfin, oui, un an et demi finalement d'activité. Je vais me présenter rapidement, donc Magali Dorado. Alors, il se trouve que j'ai une particularité, c'est que je travaille depuis plus de 6 ans dans le secteur de l'e-sport et du jeu vidéo. Donc, c'est quelque chose que je connais très, très bien et que je connaissais extrêmement bien l'écosystème avant de créer la section. Euh, voilà, pour la genèse, je suis juriste en propriété intellectuelle spécialisée également en droit de l'e-sport et en gestion d'associations. Et j'ai accompagné et j'accompagne toujours pas mal de projets e-sport et jeux vidéo voilà, dans le développement de leur activité. Je suis aussi membre fondatrice de France e-sport Sud, qui est donc l'antenne sud de France e-sport. Donc c'est vrai que c'est un écosystème que je connais très bien. Donc là, je mets ma casquette ASBTP e-sport. Donc l'aventure avec l'ASBTP a commencé en septembre 2024. C'est ça, 2024. Un peu sur voilà, la vision du président de l'ASBTP Omnisport à Nice. Donc l'ASBTP Omnisport, c'est une association omnisport assez emblématique qui a plus de 60 ans d'existence sur le territoire niçois, qui a environ 17 sections euh, sportives. Et effectivement, le président, donc Franck Nemours, a participé à une conférence sport e-sport qui était animée par Thibaut Schall, qui fait partie de la société Opti e-sport, qui développe l'e-sport sur les Alpes-Maritimes. Et c'est comme ça que l'idée est venue à Franck en se disant, effectivement, voilà, l'e-sport, la pratique du jeu vidéo, c'est quelque chose c'est une pratique qui est massive. Finalement, puisque les chiffres ont été présentés, hein. On a, selon le dernier sondage du CEL, hein, du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, plus de 93% des jeunes de 10 à 17 ans qui jouent aux jeux vidéo. C'est une pratique qui est massive, qui concerne tous les foyers, toutes les familles et qui est pas ou peu encadrée. Et il y avait voilà, cette notion pour Franck, non seulement voilà, de s'attaquer à ce sujet, à cette nouvelle cible et une volonté aussi voilà, de montrer aussi que l'ASBTP, qui est là depuis 60 ans, sait innover, sait se renouveler, que c'est un club jeune et qui peut continuer d'accompagner les jeunes niçois dans leurs pratiques sportives. Et au-delà, c'est comme ça qu'il a sollicité Opti Sport pour l'accompagner dans la création de ce projet. Et Opti Sport, avec qui je travaillais voilà, main dans la main sur mes autres activités, m'a proposé de prendre la présidence de la section. Et j'ai accepté avec plaisir, particulièrement parce que c'était un club omnisport. Et pour moi, de mon expérience avec beaucoup d'autres associations e-sportives, voilà, le réceptacle omnisport était quand même assez idéal pour pouvoir développer de façon saine une pratique du jeu vidéo, une pratique de l'e-sport avec ses valeurs territoriales et ses valeurs du sport qui sont extrêmement importantes dans le développement de ce type d'activité. Donc là, j'ai été sollicitée en septembre 2024. On a mis environ 2 mois à construire le projet. Comme Pierre l'a dit, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut faire, avec quel budget, où, où on va le faire, de quoi on a besoin. Donc, on a beaucoup travaillé avec Franck et avec Optibisport. D'abord, voilà, vraiment 2 mois de construction de projet. Ensuite, on a acheté le matériel, on a aménagé. Donc, on a la chance à la SBTP d'avoir nos propres locaux au cœur de Nice. On a aménagé une salle, on l'a fibrée. Donc, on a une fibre dédiée. Ça, c'était vraiment extrêmement important. On a fait des
menus travaux pour être sûr que la salle n'était pas trop humide, pas trop sèche, puisque le matériel informatique qu'on a installé, on a choisi des PC, c'est du matériel qui est fragile, qui est coûteux, que la salle fermait bien. Donc voilà, on s'est vraiment bien équipé et on a lancé les premières adhésions. Donc on est vraiment parti sur le modèle club de sport, adhésion à l'année, 1 ou 2 sessions d'entraînement par semaine avec un animateur formé. Donc on ne fait pas par exemple de location de PC à l'heure ou des choses comme ça. C'était quelque chose qui était rédhibitoire pour moi. Je ne voulais absolument pas. Et on a eu les premiers inscrits assez rapidement, finalement. Donc d'abord des adolescents, ensuite des adultes, ensuite des plus jeunes. Donc on accueille aujourd'hui à partir de 8 ans. On a mis cette limite d'âge qui me paraissait correcte à partir de 8 ans et sans aucune limite d'âge pour le coup. Et donc, on a eu la chance d'être aussi soutenu par les collectivités locales, notamment la ville de Nice, qui a aussi une politique e-sportive assez dynamique, puisqu'on a même un élu à l'e-sport qui est indépendant. Donc, on a beaucoup de chance là-dessus. Et on a pu ouvrir notre section, l'inaugurer officiellement en janvier 2025. Et on est parti du principe qui est vraiment que Donc, je pars vraiment sur ma saison e-sportive, je l'ai choisie, et calquée sur le rythme scolaire, donc de septembre à juin. Donc, ça, c'est un parti pris que j'ai choisi. Et donc, on s'est dit, finalement, ces quelques premiers mois de janvier à juin, ça va vraiment être le mode bac à sable, où on a testé un petit peu toute notre activité. Et c'est comme ça que ça a démarré. Aujourd'hui, donc, on a 1 an d'existence et de recul. On a plus d'une trentaine d'adhérents. On a réussi à avoir pas mal de bénévoles aussi qu'on forme. Donc, j'ai de la chance, encore une fois, de travailler avec OptiSport qui est capable du coup de me former, de détecter des talents, de les former, de me trouver un petit peu toutes les personnes qui vont vraiment pouvoir encadrer ma pratique. Et de mon côté, j'ai aussi un fort potentiel à faire de la gestion et de faire de la sensibilisation, puisque ça fait aussi partie de mes compétences. Donc aujourd'hui, on a une trentaine d'adhérents. Je compte les créneaux. On a des créneaux 1, 2, 3, 4, 5, environ 5 créneaux, 6 créneaux peut-être. On fait des stages pendant les vacances scolaires. On propose des bootcamps à nos adhérents adultes, puisqu'ils ne peuvent pas profiter des stages vacances scolaires. Donc, on leur propose aussi d'autres activités. Et on a nos créneaux qui sont structurés en fonction de l'âge. Premier critère. Voilà, ça c'est le premier critère, c'est l'âge. Il y a un micro ouvert, je pense. C'est bon. Donc, on fonctionne avec des créneaux par âge et ensuite par jeu. Donc, par exemple, sur des créneaux adolescents, on a 2 créneaux, un créneau sur Fortnite et un créneau sur Valorant. Et ensuite, on a des créneaux adultes. Et pareil, on essaie de fonctionner par type de jeu. C'est plus difficile pour les adultes, ils sont un peu moins disponibles. Voilà, se déplacer toutes les semaines sur un seul jeu, c'était difficile. Donc pour l'instant, on est sur du type de jeu et on continue de travailler pour trouver la meilleure formule possible pour les adultes. Et on accueille aussi des seniors depuis septembre, soutenus par le département des Alpes-Maritimes. On a fait environ 8 sessions découvertes seniors, toutes pleines, donc avec plus de 15 seniors qui sont venus sur nos sessions découvertes. Et à chaque session, on avait plusieurs personnes qui souhaitaient revenir régulièrement. Donc là, janvier-février, on va ouvrir des sessions hebdomadaires pour les seniors sur une pratique, pareil, encadrée, adaptée. Et aussi avec une vision e-sportive pure, donc compétition, puisqu'on travaille aussi avec l'association Silver Geek et on va pouvoir intégrer leur circuit compétitif. Donc on arrive à boucler la boucle même avec les seniors.
Voilà, n'hésitez pas, Pierre, peut-être à voilà, me poser des questions ou je suis disponible pour répondre aux questions des participants, bien évidemment. Merci On a beaucoup, une, Magali. Ouais, on a vas-y, une Pierre. question dans le chat Ouais. de Simon Noël. Question pour Magali. Pour les jeux d'équipe, comment se passent les entraînements? Eh bien, alors ça se passe exactement comme pour une toute pratique sportive. Donc, on a 6 PC dans notre salle. Ça, déjà, c'est important. Les jeux d'équipe, en général, c'est soit 2, 3, 5. Alors, on en a un peu plus, mais en général, c'est plutôt sur ces créneaux. Donc, on arrive finalement à avoir une ou deux équipes par créneau. Et finalement, on structure nos sessions toujours de la même manière. Donc, on débute, et d'ailleurs même sur les entraînements loisirs, sur les plus jeunes, on fait vraiment euh, pas vraiment de compétition, déjà parce qu'ils n'ont pas l'âge de participer à des compétitions de jeux vidéo, en tout cas sur des jeux comme Fortnite ou Valorant, et parce qu'on essaie d'initier d'autres choses avec eux. En tout cas, sur nos ados, par exemple, bah, typiquement, une séance, c'est 2 heures. La première demi-heure, on va travailler, toutes les sessions sont sur thématique. Donc vraiment thématique. Par exemple, mercredi dernier, la thématique, c'était la communication. Surtout chez les adolescents, c'est pas si facile. Donc communication, notre encadrant a choisi sur la première demi-heure de jeu des jeux pour pouvoir travailler cette communication. Donc pas sur leur jeu de prédilection, mais d'autres jeux qu'il a sélectionnés et sur lesquels il travaille avec. Ensuite, on applique in-game. Donc, il commence à faire une game, ils appliquent, temps mort, on discute, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, etc. Une deuxième game si on a le temps, et beaucoup de discussions. Donc voilà, ça se passe comme ça sur les jeux d'équipe. Et on a la chance à Nice de participer, en tout cas sur le jeu Valorant, de participer à un circuit local qui a été créé par des acteurs locaux et qui nous permettent, qui nous a permis de créer une équipe Valorant et de participer régulièrement à des compétitions, ce qui nous permet finalement d'avoir vraiment complètement la boucle, les entraînements et la compétition. Et pour la séance loisir, bah, c'est la même chose en fait, hein. Toutes nos séances sont structurées de la même manière. Sur les séances enfants, c'est 1h30. Par contre, donc de 8-12, c'est 1h30. Ensuite, c'est 2 heures. Et les séances adultes, ça peut aller jusqu'à 3 heures en fonction des jeux et de leur disponibilité. Et la séance type d'entraînement loisir, c'est la même chose. On travaille toujours sur thématique. J'ai vraiment. Il faut savoir que mes enfants sont adhérents de la SBTP Judo depuis 6 ans maintenant. Et en fait, j'ai vraiment calqué ma volonté sur mes entraînements exactement sur un entraînement sportif. Moi, mes enfants, parfois, ils arrivent et le coach, il leur dit, bah, aujourd'hui, on va travailler ça. Et ça commence par l'entraînement, par des petits exercices et ensuite par des, euh, des combats. Donc, j'ai vraiment complètement transvasé la création finalement d'un entraînement sportif à ces sessions e-sportives. Donc, on fonctionne de la même manière. Magali, moi j'avais une question Oui, par rapport au lien entre la section e-sport et les autres sections du club. Est-ce qu'il y a des liens? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites ensemble ou pas? oui, oui, on en a. Pas encore suffisamment parce que bah, tout est à construire, hein. Donc, voilà, on fait tout en même temps. Mais oui, on en a. Notamment, on intervient sur nos stages. Donc, on fait par exemple des animations découvertes jeux vidéo encadrées pendant les stages de nos sections. Et inversement, quand nous, on fait des stages, on fait toujours des stages, évidemment, en jeux vidéo, sport, culture. On laisse pas nos gamins jouer la totalité de la journée sur les écrans, jamais de la vie. Donc, c'est toujours une demi-journée jeux vidéo et l'autre demi-journée une activité. Et on fait appel aux autres sections pour leur faire découvrir leur sport. Donc oui, tout à fait, on a ce lien et on travaille ensemble. Super, merci. On va prendre une question encore du chat. Bonjour, on a parlé du budget au niveau du matériel, mais je pense que ce qui est le plus contraignant au niveau pour un club, c'est vraiment la mise à disposition d'un local et sa mise aux normes pour une activité sportive, notamment l'installation d'une fibre dédiée et d'autres équipements nécessaires au dehors du PC console. Donc, Magali, ton avis sur la mise à disposition du local ou d'équipement?
Eh oui, c'est une contrainte, c'est vraiment le point clé. Je vous ai dit, j'ai beaucoup travaillé dans la structuration de projets e-sport. Ce qui manque énormément, c'est l'ancrage territorial et un lieu de pratique. Donc nous, on a eu énormément de chance avec la SBTP, c'est toujours ce que je dis. On on n'aurait pas réussi si on n'avait pas de local. Ça, c'est clair. Par contre, il y a plusieurs moyens. On peut avoir un local parce qu'on a des locaux dédiés de l'association ou et c'est ce qui nous est arrivé. On a eu aussi une mise à disposition dans un centre Animanis. Donc, c'est des centres qui sont gérés par la mairie et qui permet une pratique sportive et culturelle pour les jeunes niçois. On nous a proposé la mise à disposition d'un local au sein un nouvel Animanis qui ouvrait. Donc, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un local voilà, dans les locaux même de l'Omnisport ou si votre association n'a pas de locaux dédiés, travaillez avec les collectivités ou avec les associations qui peuvent avoir un local dédié, qui peuvent avoir un besoin de s'équiper en informatique. Et pendant que vous n'êtes pas là, ils vont pouvoir utiliser le matériel pour faire d'autres choses sur les ordinateurs. Il y a beaucoup de possibilités de mutualisation sur ce sujet-là. Mais oui, c'est central. Et il faut effectivement pas n'importe quel local. Il faut une taille minimum pour avoir suffisamment d'espace pour suffisamment de PC ou à minima une console et être quand même bien installé. Très important d'être bien installé. La posture, nous, on a fait le choix d'avoir des très bonnes chaises pour vraiment éviter les troubles musculo-squelettiques. La fibre dédiée. Donc nous, on a vraiment une fibre dédiée à notre local et personne d'autre n'y a accès au sein de la SBTP. Ça, c'est primordial, sinon vraiment, on ne peut pas jouer. Après, on peut jouer évidemment sur des jeux en local. Si on a... donc, encore une fois, tout le projet se construit avec les contraintes que vous avez et vraiment, c'est un projet global. Donc, il y a plusieurs modèles qui peuvent être développés au sein d'un club omnisport. Est-ce qu'il y a Ah, d'autres questions? Ah oui. Ah non. très intéressant, oui. Je vois la question. Alors, c'est Ouais. le cas de la SBTP. C'est le cas de la SBTP qui est effectivement, depuis de très nombreuses années, dirigée de façon bénévole et de façon remarquable par une équipe de présidents de section qui ont effectivement un certain âge. Et alors, pour la petite histoire, Franck Nemours a certes plus de 60 ans, mais il est informatique et il est gamer. Alors, j'ai eu très peu de mal finalement à le ranger de mon côté. D'ailleurs, c'est lui qui est venu nous chercher. Par contre, ce qu'on a fait de façon très claire, et ça m'a été assez facile parce que je connais très bien le secteur, les problématiques, les freins, que ce soit sur l'écosystème, sur les familles, etc. Encore une fois, ça fait 6 ans que je travaille dans le secteur. Franck m'a invité très rapidement avant même la création de la section à présenter ce qu'était l'e-sport au conseil d'administration et à tous les présidents de section. Donc j'ai pu leur présenter, leur indiquer, répondre à leurs questions. Et finalement, quand on a vraiment voilà, le bon discours, les bonnes données, la bonne connaissance du secteur et des enjeux, sincèrement, je n'ai eu aucun problème. Vraiment, j'ai été extrêmement bien accueillie auprès de l'ASBTP et de toutes les sections. Et vraiment, voilà, j'ai pas eu ce souci-là. Mais effectivement, il faut savoir amener le sujet. Ça, c'est vraiment important. Et dernière question, je me permets, puisque du coup, j'ai accès voilà, au chat, je me permets comme ça. 6 PC, superficie de notre local. Je réfléchis, je pense qu'on a entre 15 et 20 mètres carrés, je pense. Euh, je, je compte les bureaux. 3, 4, ouais, 12-15. Je dirais 12-15. 12-15, très bien fait, puisqu'en fait, il est rectangle. C'est un local qui est rectangle, donc ça nous a permis de mettre les bureaux des deux côtés et d'avoir un petit peu d'espace de stockage pour pouvoir voilà, ranger le matériel qu'on n'utilise pas tous les jours. Merci Magali pour tous ces éléments. J'en profite peut-être moi avec une dernière question. Je pense qu'il y a quelques écueils, tu vois, les barrières à l'entrée au niveau de l'e-sport et notamment du changement
des mentalités au sein des clubs qui ne sont pas toujours ouverts et assez réfractaires vis-à-vis de ces activités numériques, et notamment e-sportives. On a souvent même des idées reçues sur le e-sport, hein, notamment sur l'âge moyen de pratique, qui, je crois, est situé autour de 40 ans chez les gamers et gameuses, et aussi avec un chiffre qui montre qu'il y a plus de gameuses que de gamers. C'est quand même des données qui sont intéressantes, et ma question, du coup, est liée à cela aussi. En quoi on peut montrer au niveau d'un club qu'il y a vraiment des activités e-sportives adaptées à tout un chacun, de 7 à 77 ans? Et ça, encore une fois, c'est vraiment dans la connaissance de l'écosystème et de ces chiffres dont tu parles, Pierre. Donc, c'est vraiment important de connaître son écosystème et de connaître ses chiffres, chiffres que je connais extrêmement bien, mais surtout, souvent, ce que je fais un petit jeu. Je demande à ces personnes peut-être un peu réfractaires ou qui comprennent pas, je leur dis, est-ce que vous jouez aux jeux vidéo? Évidemment, ils me répondent tous non. Je leur dis, ouvrez-moi votre téléphone portable, s'il vous plaît. Et en fait, ils jouent. Et ils s'en rendent pas compte. Et ils s'en rendent pas compte. Et ensuite, j'expose toutes les initiatives. Alors, pas toutes, parce qu'il y en a énormément sur notre territoire. On est très riche en initiatives e-sportives. Mais par contre, voilà, j'explique, je montre et je dis, vous savez, en 2023, de mémoire, il faudrait que de mémoire, on a eu un champion de France e-sport qui avait 93 ans. Et c'est vrai, puisqu'il a été gagnant du trophée Silver Geek à la Paris Games Week devant 10 000 personnes. Et c'est une réalité aujourd'hui. Donc, quand je dis ça, évidemment, en fait, j'explique. Évidemment, ils ne jouaient pas à Counter-Strike. Ils ont joué à Switch Sport. Et voilà, il y a de la pratique adaptée. Merci Magali, on va prendre une dernière question, celle d'Esteban au niveau du chat. Donc, quelle a été votre stratégie lorsque vous avez lancé l'activité pour attirer des adhérents? Y a-t-il eu des communications spécifiques ou êtes-vous allé chercher les adhérents parmi les sports déjà en place au sein du club? Car bien souvent l'enjeu pour le club est aussi la rentabilité, notamment lorsqu'un budget humain et du temps sont alloués à cette nouvelle activité. Bien sûr, la rentabilité est au cœur de la section. Là, au bout d'un an, on arrive à avoir la rentabilité, ça c'est sûr, et au prix d'énormément d'efforts, et notamment d'efforts de communication. Alors, on n'a pas été chercher nos adhérents au sein des sections existantes. On a fait de la communication au sein des sections, certes, mais ça n'a pas été notre premier vivier. On a été chercher là où les gamers sont, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, dans les écoles, les collèges, les lycées, les familles, les associations de parents d'élèves. On a été évidemment dans les conventions. Donc, on a la chance à Nice d'avoir un très gros événement e-sport qui s'appelle, un événement plutôt culture geek et culture scientifique où il y a un espace gaming et e-sport qui s'appelle le Play Azure Festival. On a été présent, on avait de la chance puisque ça collait, c'était février 2025 et on a ouvert en janvier 2025, donc ça collait très bien. Et c'est là qu'on a été chercher nos adhérents, chez les pratiquants d'e-sport et de jeux vidéo. Attention, ça demande une connaissance des codes de communication. Le gamer est une cible très susceptible, on va dire. Il faut savoir leur parler, comment leur parler, avec les bons codes, sur les bons réseaux. Donc on fait, alors on n'est pas encore, à mon sens, suffisamment efficace sur la communication parce que ça demande du temps et une personne qui est quasiment dédiée. Aujourd'hui, on ne l'a pas, donc voilà, on fait ce qu'on peut. Mais on a été chercher les gamers là où ils sont, clairement. Allô? Si vous m'entendez? Oui, Oui, on vous Tiens, entend. je vais dire pour la question plutôt que la réécrire, parce que, bon, désolé, j'ai beaucoup de questions parce que ça m'intéresse. Du coup, quand vous allez chercher ces adhérents, je parle pas pour les plus jeunes, donc les mineurs, souvent les parents Oui. vont préférer enfin, c'est les parents qui vont payer justement pour ces jeunes-là, souvent l'adhésion. Ils vont préférer des sports plus classiques parce qu'ils vont se dire oui, au moins tu portes une activité physique, etc. et tout, plutôt que payer cette adhésion pour l'e-sport. Comment vous arrivez à lutter contre ça? Alors on lutte pas, moi je lutte pas contre la pratique sportive, c'est complémentaire. En fait, c'est vraiment complémentaire. Donc souvent, il est vrai et je le vois moi-même avec mes enfants, quand ils sont petits, ils sont de façon quand même assez régulière et assez facilement dans une activité sportive. Et quand vient l'adolescence, ça devient un petit peu plus difficile.
Et bah, les parents cherchent une autre activité. Et ce qu'on dit souvent aux parents, quand ils font un sport, par exemple, on a des adhérents qui sont très sportifs et qui ont eu envie de rajouter cette activité. Et puis parfois, bah, voilà, on n'arrive pas à combiner les emplois du temps. Moi, je suis assez claire. Je leur dis, si vous deviez privilégier une activité, privilégiez l'activité sportive. Et l'activité gaming e-sport est une activité complémentaire, à mon sens. Donc, nous, on est vraiment dans la complémentarité. Quand on a des adolescents qui ont complètement arrêté une activité sportive, on dit aux parents, bah, venez, ça va les faire revenir de façon régulière à une activité. Et nous, on va leur proposer évidemment bah, une vision sur l'omnisport. Et pendant nos stages, ils vont faire du sport. Donc voilà, on n'a pas tout perdu. Mais j'ai pris le parti, encore une fois, hein, c'est moi de ne pas prendre la place de l'activité sportive, mais de venir la compléter. Après, il y a une autre réalité. On a des parents qui sont parfois dépassés par l'activité jeux vidéo de leur enfant. C'est-à-dire qu'ils alors ils ont donné accès, hein, et c'est eux qui achètent les consoles et qui gèrent les temps de jeu, mais en fait, ils n'y arrivent pas. C'est-à-dire qu'une fois que la boîte est ouverte, j'allais dire la boîte de Pandore, du coup, référence au club Pandore. Une fois que la boîte de Pandore est ouverte, parfois les parents sont désemparés. Et là, par contre, on vient leur dire, on va dire, nous, on va vous aider à ouvrir les yeux de votre enfant sur la structuration de son activité et le fait que, voilà, s'il veut des résultats, il faut bien jouer. Et bien jouer, c'est pas jouer n'importe quand, n'importe comment et dans n'importe quelles conditions. Et ensuite, on donne aussi aux parents, et on parle beaucoup avec les parents pour leur donner des clés, pour leur permettre de venir réguler cette pratique qui est une réalité au sein des foyers. Donc on a ces deux réalités. J'espère avoir répondu à la question. En tout cas, c'est passionnant, mais comme le temps file un peu et je prends une dernière question, ensuite on basculera sur le témoignage de Pierre. Quel est le montant de l'adhésion e-sportive au sein du club? Oui, alors on a une adhésion annuelle, donc le tarif est différent en fonction des enfants, étudiants et adultes. Pour une session, alors on a revu nos adhésions parce qu'on a des adhésions toute l'année. Donc là, j'ai refait une adhésion, late adhésion. Donc, l'adhésion annuelle, je pourrais vous la mettre, hein. Je vous la transmettrai si vous pouvez la transmettre parce que là, elle m'échappe de mémoire. Pour les enfants, on est autour de 220-250 € annuels pour une session par an, encadré, un coaching performance par mois. Donc, on a vraiment les sessions encadrées toujours, systématiquement. Coaching performance une fois par mois, le maillot de l'assaut et des petites réductions sur les stages. Merci beaucoup Magali pour ce témoignage très complet. On garde du coup ton contact pour pouvoir poursuivre l'échange par la suite. Et avec plaisir. Du coup, Pierre, le troisième Pierre de la rencontre sur Courbevoie eSport by Pandore pour nous parler à la fois se présenter et nous parler aussi de son projet. Super, merci Pierre, bonjour à tous, et encore un Pierre, effectivement. Est-ce qu'on m'entend bien déjà, juste pour être sûr? On t'entend très bien. Super, parfait, merci. Donc Pierre Meunier, je suis le président d'une association qui s'appelle Courbevoie eSport by Pandore. Donc merci Magali pour la petite référence d'ailleurs. On est un club e-sport. Donc nous de base, la petite particularité, c'est qu'on n'a pas fait le même chemin que pour la SBTP, où on est un club omnisport qui s'est transformé, enfin qui a créé une section e-sport. On est plutôt une association e-sportive. C'est-à-dire que de base, l'association qui s'appelait Pandore eSport, qui a été créée en 2018, s'est transformée en Courbevoie eSport by Pandore, en 2022, suite à la signature d'un partenariat avec la ville de Courbevoie. Juste me concernant rapidement, Pierre Meunier, je suis le président de l'association. Je ne suis pas salarié de l'association, donc je suis uniquement bénévole. Et donc je développe le club depuis 8 ans. Et donc l'idée, ça a été effectivement de pouvoir faire grossir le tout sur une thématique qui est assez rare, puisque c'est vrai que les clubs e-sport sont en plein développement, mais on a peu de référentiels, et donc c'est à nous d'essayer de tester, comme disait Magali, de tester au fur et à mesure et de créer.
L'association, donc en 2022, c'est là où elle a pris un vrai tournant, puisque historiquement, entre 2018 et 2022, on a une association qui était purement en ligne, donc c'est-à-dire vraiment la partie compétitive, pardon, avec des équipes qui étaient présentes sur différents jeux. Et on a eu l'opportunité en 2022 de nous rapprocher de la ville de Courbevoie. Donc on était basé dans la ville d'à côté, afin de pouvoir monter, on va dire, un club e-sport. Donc la particularité, c'est que maintenant on a deux identités au sein de la même association. On a l'identité Pandore eSport qui existe encore, qui est la partie compétitive de l'association, mais là on va pas forcément en parler aujourd'hui. Et l'autre identité, c'est vraiment la partie club local qui s'appelle Courbevoie eSport. Ce qu'il faut savoir, c'est que on est reconnu par la ville de Courbevoie en tant qu'une association sportive. Donc, on est en partenariat avec la ville en tant qu'association sportive. Et donc, à ce titre-là, on bénéficie de locaux de la ville qui se trouvent dans un centre sportif. Donc, on est dans un bâtiment ERP, le deuxième plus gros centre de la ville. Et donc, on a quand même des conditions qui sont un peu exceptionnelles. Ça, je l'accorde, puisqu'on a quand même des locaux qui font 200 mètres carrés avec une extension sur 600 mètres carrés de plus. Donc c'est des caractéristiques qui sont quand même un peu particulières. Ces locaux-là de base c'était une ancienne salle d'escrime qu'ils ont donc réaffectée, et encore avant c'était des locaux pour une fanfare. Donc comme quoi on peut vraiment l'utiliser. On parlait de fibres dédiées tout à l'heure. Nous, le bâtiment dans son ensemble était fibré. Donc après, nous, on est venu mettre il est fibré comme c'était un logement résidentiel. Et ensuite, nous, on est venu raccorder notre propre fibre. Donc effectivement, on a également une fibre qui est propre à l'association et donc propre à notre activité. Au niveau du club, donc ça fait globalement 4 ans, puisque on a signé le partenaire en début 2022 et notre première rentrée c'était en septembre 2022. Donc ça fait 3 ans et demi en tout cas qu'on a le club qui tourne. On est arrivé maintenant sur une taille qui est assez importante, donc c'est-à-dire que on a plus de 150 adhérents qui tournent au sein de l'association. On organise un peu comme Magali disait, donc on a les stages sport e-sport, on a nos adhérents à l'année. Alors les formules d'adhésion, on les teste au fur et à mesure. On teste un peu tout, ce qui se fait, ce qui se fait pas. Et j'ai 3 personnes qui sont dédiées à l'association sur un temps partiel. Enfin, j'en ai une à temps partiel et 2 à temps plein. Donc voilà comment on fonctionne au niveau de l'association. On a aussi une particularité dans notre approche, c'est que vu la taille des locaux qu'on a, on a pu faire beaucoup d'investissements pour pouvoir accueillir ce qu'on appelle des LAN, donc des compétitions e-sportives, c'est-à-dire qu'on est capable d'absorber des compétitions avec entre 80 et 200 joueurs physiques, dépendant du type de console. Donc c'est-à-dire que ça nous arrive, typiquement ce week-end, on a une compétition avec 100 joueurs qui viennent avec leur PC dans nos locaux, donc sur l'ensemble. Encore une fois, il faut une grosse infrastructure sur tout ce qui est réseau, donc le réseau Ethernet et également électrique. Donc voilà, c'est tous les défis qu'on a appris à maîtriser au fur et à mesure des années et qui a permis de créer en tout cas un club e-sport. Au niveau de l'approche, donc effectivement, on a la partie donc stage, on a la partie entraînement. Où on est basé également sur 2 jeux, donc le jeu Fortnite et le jeu Valorant, qui sont les mêmes un peu que ce qui est pratiqué à la SBTP. On va avoir, en fait, du fait d'avoir des locaux qui sont dédiés à l'association tout en permanence, on a dû ouvrir des créneaux, puisque c'est vrai que la majorité de la présence de nos adhérents, ça va être très chargé les mercredis et les samedis. Et c'est vrai que afin de conserver aussi une cohérence, parce que c'est vrai que nous, on a du staff qui est présent aussi tout le temps, on a d'autres créneaux qu'on a ouverts, donc le mardi, le jeudi et le vendredi, qui sont plus dédiés donc pour les entraînements, mais également pour du jeu libre. C'est-à-dire que nous, on a nos adhérents qui peuvent venir avec leurs amis pour pouvoir jouer sur ces créneaux-là. Donc en général, ils sont dans leur compétition, dans leur partie sur ces créneaux-là. Et après, c'est vrai que la petite particularité, c'est qu'on travaille aussi avec beaucoup d'acteurs du milieu e-sportif, notamment les joueurs de e-Ligue 1, puisqu'on a quand même la particularité, c'est d'être proche des serveurs du jeu. Donc la e-Ligue 1, c'est ce qu'on retrouve la Ligue 1 de foot. Donc c'est des joueurs qui sont salariés ou prestataires, en tout cas des clubs de Ligue 1 de foot, et sur une compétition nationale qui existe. Et donc ils viennent jouer dans nos locaux pour pouvoir effectivement faire leur compétition. Ça nous arrive très fréquemment et on est en partenariat avec un des clubs cette année encore, donc depuis 3 ans. Au niveau de la formule sur laquelle on est actuellement, donc on a une formule d'adhésion qu'on appelle libre,
qui permet en fait de venir jouer dans nos locaux sur une durée de 3 heures maximum par jour. Et cette adhésion libre, elle donne accès à un entraînement par semaine. Donc un entraînement soit sur Fortnite, soit sur Valorant, comme on disait tout à l'heure. Et on a la petite particularité aussi, c'est que avec les années, on a commencé à se spécialiser sur beaucoup de points différents, dont l'événementiel e-sport. Et en fait, on a créé notre propre événement. C'est vrai on a fait le chemin inverse, c'est-à-dire que quel est le meilleur moyen de communiquer, c'est de créer notre propre événement. Et donc en fait, maintenant, on a réussi à sanctuariser avec la ville un événement qui est c'est pas qu'un événement du club, mais c'est plutôt maintenant devenu un événement de la ville. Et donc la ville nous subventionne également à ce titre-là, qui s'appelle le Courbevoie Gaming Show. Donc c'est un événement qui a lieu depuis 2 ans maintenant et sur lequel on arrive à attirer plus de 2000 personnes sur l'événement. Donc on mobilise un gymnase entier. Donc c'est-à-dire qu'on a tout un gymnase, donc plus de 2000 mètres carrés, qui est mobilisé pour présenter un peu ce que l'association fait de manière générale et également pour proposer au grand public une pratique, une découverte du jeu vidéo et de l'e-sport. Donc les 2 points. Globalement, comme disait Magali, je pense qu'il y a on est sur un point de jonction où il y a un modèle peut-être plus global qui a repensé. Typiquement, on est sur un modèle actuellement sur tout ce qui est jeux vidéo où c'est du no limit, c'est-à-dire que les enfants ou les adolescents ont les consoles à la maison et pas forcément de contraintes sur tout ce qui est horaire. Et donc, c'est vrai qu'il y a ce côté où c'est du no limit là-dessus. L'avantage d'avoir de l'e-sport dans des clubs, c'est que ça donne un lieu de pratique. Et en fait, si typiquement on veut faire du tennis de table ou on veut faire du foot, en général, on dit va dans le club de tennis de table pour en faire, va dans le club de foot pour faire du foot. Il n'y a pas d'équivalent actuellement sur de l'e-sport. Si tu veux faire de l'e-sport, tu vas pouvoir jouer chez toi. Le fait de pouvoir créer des structures au fur et à mesure sur tout ce qui est e-sport, ça permet de donner un lieu et ça permet peut-être aussi de se détacher de ce modèle no limite en disant maintenant on va avoir un lieu dédié pour toute cette approche-là. Et aussi un gros intérêt que j'ai dans le développement de l'e-sport de manière générale, c'est que ce qu'on recherche et ce que nos adhérents recherchent surtout, c'est avoir des compétitions. La chance que vous avez, un côté ASBTP, d'avoir un circuit compétitif sur Valorant, on l'a pas forcément nous en région parisienne sur ce format-là. Et en fait, nos adhérents sont très demandeurs d'avoir des compétitions locales. Et donc, quoi de mieux que d'avoir d'autres clubs qui ont des sections e-sport pour pouvoir justement créer ces compétitions locales. Et donc ça, c'est vraiment un point sur lequel on est très en recherche, parce que c'est vrai qu'avoir d'autres clubs qui partagent les mêmes points que nous, on va pouvoir revenir dans les codes, dans les conditions en tout cas du sport, avoir des affrontements, un club contre un club. Dans n'importe quel sport, par exemple le tennis de table, pour en revenir à ce que je disais, le vendredi soir, c'est très, très commun de voir, par exemple, Courbevoie contre le Valois, c'est des choses qui sont très communes. Pourquoi on ne peut pas l'avoir dans l'e-sport? Parce que pour l'instant, l'infrastructure, les clubs sont peu développés, en tout cas sur cette approche-là, mais j'ai pas de doute que d'ici 5-10 ans, avec le développement du maillage e-sportif, on va pouvoir retrouver ces compétitions-là. Voilà globalement pour l'approche. Ce qui peut être intéressant, en tout cas, moi j'aime bien les chiffres, donc je vais peut-être aussi en parler comme ça, parce que c'est vrai que c'est aussi une réalité pour les clubs de pouvoir voir tout ça. On a commencé donc l'association en 2018, mais c'est vrai qu'entre 2018 et 2022, on parlait pas de chiffres, parce que c'est vrai qu'on avait une présence uniquement en ligne, on n'avait pas d'approche financière jusqu'à ce qu'on ait le développement en 2022. Concrètement, 200 mètres carrés, c'est beaucoup. C'est-à-dire que équiper nos locaux, ça a été une vraie problématique. Et c'est avant d'avoir l'affectation, on a dû faire une sorte de business plan, comme si c'était un peu une entreprise, de pouvoir justifier qu'on arriverait à conserver ces locaux-là et faire un sens sur ces locaux-là. On a commencé l'association en 2020. En tout cas, la partie locale de l'association, donc Courbevoie Sport, avec un prêt de 15 000 €. Donc ça, c'est le montant qu'on a emprunté en 15 000 € en 2022, donc il y a 4 ans. Ce prêt-là, donc c'est un prêt sur 5 ans à taux zéro, donc on rembourse 3 000 € par an. Et ça nous a permis d'acheter une première partie de matériel. Donc on a acheté 5 PC et on a acheté des consoles également. Donc ça nous permettait 5, c'est un peu un chiffre important sur toute la partie PC. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de jeux qui se jouent en équipe de 5. Donc c'est pour ça que on a fait le choix de monter directement sur cette approche-là. Et ensuite des consoles pour pouvoir permettre à un nombre plus important de personnes de jouer. Alors, à ce moment-là, on est quand même la difficulté, c'est que une des consoles phares, donc la PS5, c'était en rupture de stock et très difficile de s'approvisionner. Mais c'est vrai qu'on a quand même réussi à force de persévérance à équiper nos locaux.
Globalement, les rentrées, en fait, si on arrive à proposer aux adhérents des solutions, des packages qui sont intéressants pour eux, ça permet de financer les clubs. Moi, pour vous donner des chiffres, donc on est parti à moins 15 000 donc en 2022. Maintenant, on a un club qui tourne. Donc là, on a fini les chiffres sur 2025. On a un club qui a 80 000, attendez, je crois 80 000 euros de recettes. On a 79 000 euros de recettes sur l'année 2025. Ces recettes-là, ça comprend plusieurs points. Ça comprend les adhésions, les subventions, les événements qu'on organise. Et donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas... Alors, les subventions, ça nous aide beaucoup, ça je vais pas mentir, mais ça représente un tiers de nos revenus. Donc, c'est-à-dire que c'est pas non plus le plus gros de nos... Enfin, c'est pas en tout cas ce qui va nous empêcher de survivre si on est coupé. Maintenant, effectivement, c'est du confort qu'on peut avoir. C'est ce qui justifie aussi le fait d'avoir plusieurs staffs à plein temps au sein de l'association. Mais en tout cas, on arrive à faire tourner avec une activité où on est parti de zéro il y a encore 4 ans. Ce qu'il faut, c'est essayer de tester. C'est-à-dire que nous, on est dans une phase. Alors, l'idée, c'est que on vous évite ce côté-là de devoir tester au fur et à mesure en faisant tout ce travail en amont. C'est-à-dire, on regarde ce qui existe depuis le début. Je pense que Magali, c'est ce que tu disais tout à l'heure, mais nous, c'était pareil depuis le début. On teste. Il y a des choses qui marchent, on les garde. Il y a des choses qui marchent pas. On les jette ou alors on les modifie pour faire en sorte que ce soit un produit qui intéresse de plus en plus nos adhérents. Donc voilà globalement. Est-ce que j'ai couvert à peu près un peu tous les champs d'activité? Si, on travaille également avec... on travaille au fur et à mesure, effectivement, on commence à être identifié comme étant un référent, une association référente sur toutes les thématiques, donc jeux vidéo, e-sport et même parfois numérique. Et donc à ce titre-là, effectivement, on est sollicité par différents acteurs pour essayer de proposer des thématiques sur ça. C'est vrai que avoir une section e-sport, ça peut vous mettre aussi en position d'avoir des connaissances, d'avoir de l'expérience sur certains domaines et donc d'aller chercher des contrats qui financeront également un peu plus vos sections. Donc là, typiquement, on travaille avec le programme Étape de la ville de Courbevoie, qui est un programme sur tous les jeunes qui se font renvoyer au collège, qui se font renvoyer sur du court terme. Et on a une session de sensibilisation donc pendant 2 heures sur tous les temps d'écran et temps d'écran, gestion de la colère, qu'on effectue globalement toutes les semaines, puisqu'il y a des élèves qui se font renvoyer toutes les semaines, donc au sein de nos locaux. Donc c'est un petit créneau de 2 heures par semaine. Et encore une fois, il y a des opportunités qui peuvent arriver. C'est vrai que Magali, tu parlais de Silver Geek, vous allez peut-être rejoindre le circuit. On a été approché, bon là c'est une question de temps effectivement, mais on a également été approché par Silver Geek pour développer toute l'approche compétitive pour les seniors sur le bassin Courbevoie et aux alentours. Donc effectivement, c'est des choses sur lesquelles on se développe au fur et à mesure. Et effectivement, pour vos sections, pour vos clubs, avoir une section e-sportive, ça permet d'avoir un certain rayonnement, une certaine expertise au niveau local et une attractivité au niveau des jeunes. Voilà globalement sur ce que j'avais à dire. N'hésitez pas si vous avez des questions. Avec grand plaisir en tout cas pour répondre, même s'il y a des questions sur des chiffres, j'ai aucun problème là-dessus. Merci beaucoup, Pierre. Il y a une première question dans le chat. Est-ce que vous avez monté une section performance? La personne parle d'une équipe sélectionnée pour performer dans leurs jeux vidéo avec un suivi, etc. Oui, alors ça va être la partie Pandore. Donc, pour répondre à Simon à la question, la partie Pandore qui existe depuis 2018. Alors, on a quand même la particularité, c'est d'avoir sur certains jeux quand même être un minimum reconnu puisqu'on existe depuis cette durée-là. On fonctionne uniquement sur la partie Pandore, uniquement sur du bénévolat. Donc là, on est en train d'essayer de faire un gros coup, on va dire, pour 2026. On veut aller chercher en tout cas un joueur professionnel / ambassadeur pour essayer de monter drastiquement encore en visibilité sur un des jeux phares. Mais c'est vrai qu'on fonctionne beaucoup avec des bénévoles. Donc effectivement, on a tout l'ensemble, c'est-à-dire qu'on a des managers qui vont venir gérer la section, parce que nous ensuite, comment on gère nos différents jeux, on les gère comme un club omnisport avec des sections, c'est-à-dire qu'on va avoir une section par exemple League of Legends, une section Fortnite, et en fait on a le manager qui vont
en tout cas les managers, qui vont aller chercher les joueurs, qui vont chercher des coachs, et ensuite, l'idée c'est de pouvoir les accompagner. Et typiquement, il y a déjà des compétitions qui existent. Là, on parlait de League of Legends. Il y a une compétition chaque année, une des plus grosses, et qui fait partie du circuit officiel, puisque sur les jeux, il y a quand même des circuits officiels au-delà de la partie en ligne. Sur League of Legends, à Poitiers, tous les ans, il y a la Gamers Assembly, qui est une compétition physique majeure. Et effectivement, nous, on envoie nos joueurs tous les ans sur cette compétition-là pour pouvoir se retrouver. Donc, on les défraie. Donc là, c'est le moment où effectivement on les aide là-dessus, on les défraie sur cette compétition-là. Mais c'est vrai que le reste, c'est beaucoup géré avec du bénévolat sur la partie compétitive. Mais encore une fois, l'avantage, c'est qu'on a développé aussi Courbevoie eSport, la partie locale, parce que c'est ça le vecteur en fait financier. C'est-à-dire que une association, en fait, un club avec tout ce qui est performance, c'est un peu l'image de marque. C'est l'image de marque, c'est un peu la partie, on va dire, communication. Donc en fait, une entreprise, ça fonctionne pas rien qu'avec de la communication. Il faut avoir des produits à vendre. Et en fait, les produits à vendre, c'est toute la partie locale. Et donc c'est pour ça que nous, on a fait ce choix d'avoir ce duo-là, d'avoir une partie un peu visibilité, un peu communication avec notre équipe, nos équipes compétitives, et une partie plus locale qui est un peu le poumon de l'association. Et au final, si on regarde, c'est un peu ce qui se fait sur beaucoup de clubs, que ce soit des clubs e-sportifs. Donc on a aussi en adhérent d'ailleurs de la FFCO, on a, si je dis pas de bêtises, on doit avoir Boulogne, je vais y arriver, l'ACBB qui est demain, enfin qui est en tout cas proche d'une équipe qui s'appelle GameWard, donc qui travaille proche en tout cas d'une équipe professionnelle qui s'appelle GameWard, et pareil pour le Levallois Sporting Club, donc à Levallois qui est proche d'une autre équipe qui s'appelle maintenant Galion. Mais c'est vrai que ça a beaucoup fonctionné avec des tandems. Sachez que il y a des associations e-sportives, il y en a un peu partout sur tout le territoire national. Donc, c'est-à-dire que c'est aussi des acteurs qui peuvent aider sur le développement d'une section, et aussi qui peuvent vous accompagner sur ce côté un peu technicité que vous n'avez pas forcément. Maintenant, si c'est vrai que toute l'approche création de club est un défi, n'hésitez pas, il y a quand même des acteurs. Magali en parlait tout à l'heure, il y a Opti sur la région sud qui aide sur la création de clubs e-sport. Et également, j'accompagne avec d'autres personnes sur la partie sur le reste de la France avec une autre entité qui s'appelle Omne, référence à Omnisport, justement sur la création et l'accompagnement de clubs e-sport. Oui, et j'ajouterais que tous les contacts des clubs adhérents à la fédération qui proposent du e-sport sont dans le guide de la version 1, mais aussi ces structures qui peuvent vous accompagner sur la création d'une section d'une activité. J'ai aussi mis les contacts dans le guide, donc n'hésitez pas à regarder à la fin de ce guide-là pour différents contacts. Il y a aussi les CFA, etc. Voilà. Et autrement, petite information. C'est vrai que comme nous, on n'était pas historiquement on n'est pas un club omnisport à proprement parler, c'est-à-dire avec plein de sections, puisque c'est nous qui créons les sections en interne au final sur les différents jeux. On n'avait pas toute la légitimité que vous pouvez avoir en tant que gros club. Et donc en fait, on a dû se frayer un chemin sur un peu tout. Sachez que les pouvoirs publics, de manière générale, s'emparent des sujets sur tout ce qui est sport au fur et à mesure. Et nous, on a réussi aussi à avoir l'agrément, typiquement même pour les services civiques. On est parti de zéro, c'est-à-dire qu'on part d'un endroit où personne ne nous reconnaissait jusqu'à avoir justement l'agrément pour pouvoir aller chercher soit du service civique, soit même des subventions de la région Île-de-France, des départements. Donc c'est vrai que sachez que les pouvoirs publics se font de plus en plus formés sur toutes ces thématiques-là. Merci Pierre pour ce témoignage aussi très complet. J'aurais également une question à mon niveau. Je trouve qu'il est aussi important dans les associations et dans les territoires qui souhaitent monter une activité sportive d'avoir vraiment quelqu'un qui ait l'e-sport un peu chevillé au corps, qui soit presque militant et qui ait vraiment cette vision un peu 360. Je pense que certains clubs se sont essayés à l'activité sportive, mais n'avaient pas forcément ce relais avec un profil vraiment qui a la compréhension de l'univers, et ça me paraît aussi essentiel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, également Pierre, Magali.
De toute façon, avoir un porteur de projet, c'est assez intéressant, c'est assez important même, parce que c'est ce qui va pouvoir, surtout au début, pouvoir créer du lien et aider au développement. C'est-à-dire que si c'est une volonté, mais que on n'a pas de gros porteurs de projet ou vrai levier, en tout cas d'engagement, ça va être difficile de pouvoir commencer et puis essayer de pérenniser une section. C'est vrai il faut quand même des personnes qui sont un minimum investies pour pouvoir développer. Ça reste un univers qui est en développement, en création. Alors, j'ai pas de doute sur le fait que ça va bien se développer sur les années à venir, mais ça reste encore jeune et tant que la structuration, que la base, elle n'est pas totalement développée, elle n'est pas mature, c'est vrai on va avoir un besoin de s'impliquer davantage sur ces projets-là. Oui, je vais ajouter, je partage complètement, hein, c'est extrêmement important, effectivement, d'avoir quelqu'un à la manœuvre qui comprend, qui connaît. C'est pour ça que c'est important voilà, soit de trouver des acteurs locaux qui sont capables de porter ce type de projet au sein de vos associations, soit d'être accompagnés. Que ce soit Omn ou OptiSport, ils vont pouvoir non seulement vous donner des clés de compréhension et peut-être identifier aussi des acteurs locaux sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer. Vraiment, il y a des acteurs locaux de l'e-sport. J'ai travaillé avec des associations e-sport avec la volonté de leur faire passer le cap de l'impact territorial, de l'ancrage territorial. C'était extrêmement difficile. Pierre l'a fait avec Pandore et on voit que ça fonctionne. Donc, voilà, il faut réussir à venir faire la connexion avec les acteurs et les porteurs de projets qui vont pouvoir vous permettre de step up sur la création de ces sections. Merci de ces compléments d'information. Et j'ai peut-être une autre question qui me vient en tête concernant du coup les acteurs, parce qu'il y a un volet aussi, on remarque que là où se sont créées des activités sportives, il y a un volet de prévention, de sensibilisation. Donc vous êtes également sollicité au local, que ce soit par des chefs d'établissement, par l'éducation nationale et d'autres acteurs, sur tous ces aspects-là, à la prévention aux écrans et à la sensibilisation à l'e-sport, qui me paraît être aussi quelque chose d'intéressant et qui peut peut-être pérenniser des postes qu'on mettrait là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Je vais commencer, peut-être Pierre. Oui, bah, c'est essentiel, hein. Pierre l'a dit, on est aujourd'hui dans une dynamique où le jeu vidéo est mal cadré à la maison, voire absolument pas. Et en fait, tout ça, c'est un sujet. Alors, je dis toujours, les parents disent oui, mais le jeu vidéo, c'est le problème. Non, le jeu vidéo, c'est pas le problème. Le problème, c'est les problématiques de parentalité numérique. C'est vous n'avez pas les outils et vous ne comprenez pas la passion ou en tout cas l'activité de votre enfant. Il est là le problème. Donc, effectivement, nous, on a fait. Alors, moi, je me suis formée à titre personnel il y a pas mal de temps avec plusieurs associations. Au fur et à mesure, effectivement, j'ai pu avoir certaines compétences et on a fait le choix aussi sur le territoire de Nice de contacter des associations partenaires qui sont sur les sujets numériques et nous, on apporte la vision jeu vidéo. Donc, on arrive finalement à avoir une combinaison et à traiter le sujet dans son ensemble. Et c'est extrêmement important. Effectivement, ça fait partie de l'activité que l'association doit avoir, que la section ou l'association doit avoir. Effectivement, donc de toute façon, c'est des sujets qui interrogent de plus en plus. On est en en plein basculement, on va dire, générationnel. Et donc, effectivement, c'est toute une question. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, on parlait, il y avait quelqu'un qui faisait référence aussi à la perception que les parents peuvent avoir quant à cette activité-là. Euh, ça s'accepte de plus en plus. C'est-à-dire que effectivement, on a quand même une vision de se dire, ah bah, c'est vrai que si je l'inscris, c'est pas forcément pour refaire une activité qu'il a déjà en nos limites. L'idée, c'est effectivement de pouvoir rassurer sur le fait que ce qu'on veut apporter, c'est plutôt une approche encadrée et en tout cas d'éviter les dérives qui font que certains, enfin en tout cas tout le secteur du jeu vidéo peut avoir mauvaise presse. Et donc en fait, ça c'est ce qui est apporté. Voilà globalement le point. Après, je suis peut-être à côté de la question, ça j'ai déjà oublié, mais voilà globalement en tout cas ce qu'il faut voir, c'est que
les difficultés, je pense, il y a 10 ans, elles se lèvent au fur et à mesure avec une génération de parents qui a beaucoup plus grandi, en tout cas, dans tout cet univers-là, et qui comprend un peu, enfin, qui comprend vraiment les enjeux que peuvent avoir leurs enfants. Alors ça, on le voit plus avec les enfants les plus jeunes, hein. Effectivement, nous aussi, on commence à partir de 8 ans, mais avec les enfants les plus jeunes, les 8-12 ans, c'est vrai que les parents sont quand même plus alertes sur ces sujets-là et donc un peu plus ouverts, quand même. Super. Merci beaucoup à toutes et à tous. Je pense qu'il n'y a plus de questions et s'il n'y a plus de questions, on va pouvoir clôturer ce webinaire. Magali, merci. Pierre, merci énormément pour vos deux témoignages. Et Merci à puis, vous. on a laissé votre mail la messagerie. Donc, je pense qu'il est possible qu'il y ait quelques personnes qui vous contactent pour avoir un peu plus d'informations. Pour l'ensemble des participants, encore une fois, n'hésitez pas à me contacter ou à nous appeler au niveau de la fédération si vous souhaitez qu'on aille un peu plus loin, juste ensemble. Et puis, si vous souhaitez recevoir la présentation, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je peux aussi vous partager le lien parce que j'ai enregistré le webinaire, donc je pourrais aussi diffuser le lien de la vidéo au besoin. N'hésitez pas. Merci encore une fois à tous et puis à très vite. À très vite. Merci, Au bonne revoir. journée à tous. Merci également de votre temps, puis n'hésitez pas, et comme vous l'avez bien compris, on reste à la croisée de tout ce qui se fait dans l'écosystème e-sport et associations sportives, donc on essaye de rester vigilant et alerte pour pouvoir vous passer les informations, que vous ne partiez pas d'ex nihilo quand vous créez de l'activité et que vous partiez déjà de choses et de projets existants et qui fonctionnent. Voilà, encore merci à tous et à toutes, merci à Pierre également d'avoir mené et conduit ce webinaire, et à très vite. Au revoir.